m'appelle effectivement Marc Pierrot de Cellini, je suis chercheur au laboratoire LASTIG et je vais vous faire une présentation sur des travaux qui ont été réalisés en collaboration avec les Archives nationales. Et il s'agit comme c'est écrit, d'une mise à plat virtuelle de documents anciens. Donc le plan de la présentation, je commencerai par décrire les motivations de ce travail du point de vue des archives et du point de vue de l'hygiène. Puis ensuite, j'aborderai la méthodologie, alors en détaillant surtout la partie que je considère la plus originale, qui est la partie mise à plat virtuelle, du point de vue géométrique. Et ensuite, je dégagerai quelques conclusions et perspectives. Alors, je connais à peu près mon discours, par contre là je vais avoir besoin d'images à un moment donné. Bon, c'est pas grave, je continue. Donc du point de vue des archives, la motivation est la suivante. Les Archives nationales ont commencé un programme de numérisation de plans anciens, de grandes cartes, donc, notamment ce qu'on appelle les plans baguettes, qui sont des plans qui sont conservés enroulés, en général. Et ensuite, pour les numériser, on va les dérouler, mais il est impossible certains, on ne peut pas les mettre à plat complètement de manière physique, puisqu'ils sont trop fragiles. Et d'autre part, comme on le voit sur les deux images, donc une image d'ombrage et puis une des photos, il y a un relief, une fois déroulé, trop important pour qu'une ortho-image classique soit acceptable. Voilà, donc ça, c'est la motivation du point de vue des Archives nationales. La motivation du point de vue hygiène, donc ce travail a été déroulé dans le contexte d'une nouvelle version de Micmac, un logiciel de photogrammétrie open source, qui se veut plus ouverte et plus maintenable. Et on a beaucoup aujourd'hui travaillé sur le back-office, et donc c'était un petit peu aride. Et là, c'était l'occasion de donner un cadre un peu concret pour développer et mettre à l'épreuve cette nouvelle version. Voilà. Ensuite, en tant que chercheur, on est aussi là pour... si on ne s'amuse pas, on fait mal son travail. Donc je trouvais que c'était un questionnement intellectuel stimulant. D'autre part, c'est une collaboration entre acteurs de services publics, donc ça ne peut être que vertueux. Et puis finalement, si j'ai le temps, j'en parlerai très rapidement, je pense qu'il y a des applications potentielles au-delà des cartes numérisées. Alors la méthodologie, au début étaient les images, pas de bonne photogrammétrie sans bonnes images. Donc on commence par une acquisition multistéréoscopique, qui a été réalisée par un photographe professionnel des archives, coucou William, et en utilisant un système d'éclairage. Donc c'est du rétro. On a des flashs fixes qui éclairent le plafond. Donc on a un rétroéclairage et du coup un système d'éclairage diffus et relativement homogène. Le flux de traitement, il est donc résumé sur cette diapositive. Il faut aller de 0 à 4 en suivant les chiffres. Donc on commence par l'acquisition photo, dont je viens de parler. Ensuite, à partir de cette acquisition photo multistéréoscopique, on crée un modèle 3D. Donc là, c'est quelque chose qui aujourd'hui est relativement classique, et donc compte tenu du temps imparti, je ne vais pas en parler. Ensuite, à partir de ce modèle 3D, donc de ces nuages de points avec normal, on va créer, là, toujours en utilisant des logiciels qui sont bien établis, on va créer une surface 3D triangulée. Et on va aborder ensuite les deux parties un peu plus spécifiques. Le développement de la surface, cette surface 3D pour la mettre à plat virtuellement en 2D, et puis le transfert de texture sur cette surface. Le développement de surface, c'est un problème qui est bien connu, bien étudié en cartographie. On a une surface gauche, une surface 3D, et on veut la mettre en bijection, un petit terme savant là, en bijection avec le plan. Alors, généralement, c'est compliqué de partir d'une définition globale de ce que doit être cette correspondance. Et donc, on part plutôt d'une caractérisation locale, de manière savante, entre guillemets. On va essayer de caractériser la différentielle, localement, la différentielle, comme une application qui va du plan tangent vers le plan de projection. Et on va donner un certain nombre de caractéristiques à cette fonction. Alors, en cartographie, idéalement, cette application locale, on voudrait qu'elle soit isométrique, qu'elle conserve les distances. Alors ça, c'est possible. En fait, c'est possible si la surface est développable. C'est même la définition d'une surface développable. En cartographie, la sphère et l'ellipsoïde sont notoirement non développables. Et donc, on
on est amené à définir des critères de type application conforme, application équivalente, etc. Donc nous, dans notre cas, la surface est presque développable, hein, puisque la feuille de papier enveloppée, c'est l'archétype de l'exemple qu'on donne aux étudiants pour expliquer ce que c'est qu'une surface développable. Donc là, alors elle est à quelques phénomènes près mineurs, le fait qu'éventuellement la surface a pu se gondoler, donc elle n'est plus tout à fait, même à plat, elle n'est plus tout à fait développable. Et puis ce qu'on a, c'est pas la surface elle-même, c'est sa réalisation photogrammétrique qui peut avoir quelques artefacts. Donc le développement dans le cas discret, parce que donc, nous on va traiter évidemment, on va traiter des données numériques. Alors ce qui n'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence la version discrète du problème est plutôt plus simple que la version continue. Donc on a en entrée des points 3D et une triangulation de ces points 3D. Et en sortie, on veut associer à chaque point 3D un homologue 2D. Bon, j'ai mis phi de P là pour avoir commencer à avoir faire un petit peu savant, phi de P, tel que globalement, pour chaque triangle 3D, son homologue en 2D, phi de P1, P2, P3, soit isométrique, hein, le triangle 2D soit le plus isométrique possible au triangle 2D, au triangle 3D, pardon. Alors, maintenant, il faut définir un critère d'isométrie globale. Alors, je veux dire, une isométrie, c'est une application qui conserve les distances. Hein. Donc, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de dire qu'on va conserver les distances. Donc, ça, c'est le premier critère possible. Hein. C'est que la formule, elle est extraite de la documentation Micmac. Donc, peu importe hein, le détail. Hein, mais on écrit quelque part que pour chaque point de chaque triangle 3D, les distances en 3D sont égales aux distances projetées. Des points projetés. Voilà. Et voilà. Donc ça, ça marche relativement bien. Hein. Il y a pas la complication qui va venir ensuite est plutôt pour résoudre un problème un peu mineur, mais enfin qui apparaît, et qui est le suivant, c'est que si on a un triangle qui est très aplati, comme ce triangle ABC, et si on regarde, qu'est-ce qui se passe, c'est que si on bouge un tout petit peu B, si on bouge B de manière orthogonale à l'axe AC, finalement, on change très peu les distances. Et donc finalement, ce critère, et de ce point de vue-là, optimiser ce critère peut être considéré comme, peut être instable, hein, puisqu'il ne tient pas bien le point B. Voilà. Et alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est un défaut d'informaticien, mathématicien, de toujours envisager le pire. Mais bon, en fait, la loi de Murphy est formelle. Hein, si ça peut se produire, ça va se produire. Et là, vous avez un exemple typique hein, d'une surface triangulée. Et pour une raison que j'ignore, parce que ce n'est pas un code que je maîtrise, mais on a création. Donc la surface reste bonne, mais création d'un grand nombre de triangles très plats. Et alors le risque, c'est que si on ne tient pas bien l'équation, on puisse même avoir une inversion du triangle, et ça ne va pas être bon pour la surface. Donc du coup, on a défini un deuxième critère. Alors là, on va rentrer un petit peu dans mes gribouillis, parce que j'avais un peu la flemme de faire des dessins avec des logiciels modernes. Donc pour chaque triangle T, hein, on va en 3D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par, ça c'est facile, c'est de la géométrie de terminal, le mettre à plat virtuellement, chaque triangle de manière indépendante, le mettre à plat en 2D. Donc P1, P2, P3 va donner le triangle Q1, Q2, Q3. Donc donc on va de manière indépendante pour chaque triangle. Et ce qu'on va écrire, c'est que dans la triangulation globale, la mise à plat globale, chaque triangle 2D de cette triangulation doit être isométrique à chacun des triangles mis à plat individuellement. Donc en fait, on va rajouter une inconnue qui est la rotation, qui emmène le triangle, la mise à plat globale vers la mise à plat individuelle. Et on va dire qu'il existe une certaine rotation qui déforme cette mise à plat globale. Voilà. Et donc du coup, on obtient un système d'équations dans lequel les inconnues ne sont plus uniquement la position des points, mais c'est la position des points et la rotation qui emmène chaque triangle. Voilà, donc on écrit après un critère global qui dit que pour chaque triangle et pour chaque point, l'image par la projection doit être égale à doit être égale à la rotation qui envoie sur ce triangle développé élémentaire. Donc c'est presque fini pour la partie entre guillemets théorique. Ensuite, donc on a une belle formule. Il s'agit de l'optimiser. Donc classiquement, quand on a une formule comme ça, on va passer par des moindres carrés non linéaires itérés.
Et donc ça, c'est un peu, je dirais, c'est un peu automatique, hein, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. La seule difficulté, c'est de savoir comment est-ce que, puisqu'on est, enfin, pour faire ces moindres carrés itérés, comment est-ce qu'on approxime déjà une solution raisonnable. Donc là, en fait, on a un processus itératif. Donc le premier triangle, enfin, on choisit un premier triangle un peu arbitraire, on va dire au centre de l'image, au centre du mesh, là, le T0. Donc celui-là, on le développe de manière, bon, toujours pareil, avec de la géométrie de terminal. Et puis ensuite, on a un processus itératif. On va rajouter à chaque génération, entre guillemets, les triangles qui sont connexes à ceux qui sont déjà développés. Et ensuite, donc là, je prends mon petit triangle rouge en 3D. Donc quand je rajoute un nouveau point, et commence que, du coup, je ne peux pas le forcer à être isométrique parce que j'ai déjà commencé à déformer mes distances dans tous les sens, mais je vais dire que je vais simplement faire, dans un premier temps, une similitude. Donc je vais le projeter avec une similitude pour conserver les angles. Donc là, c'est toujours pareil, c'est de la géométrie relativement élémentaire. Donc ça me donne un développé initial, et puis ensuite, à chaque itération de ce développé initial, je vais réinjecter mon critère pour chercher à le minimiser. Voilà, donc une fois que j'ai terminé cette opération, j'ai obtenu une surface 2D avec une correspondance entre les points 2D et les points 3D. Ensuite, maintenant, il va falloir transférer la texture. Alors, pour un triangle donné et une image donnée, il n'y a aucune difficulté particulière pour mapper, pour appliquer la texture. Hein, simplement, il existe une affinité qui envoie le triangle 2D sur le triangle 3D. Et puis le triangle 3D, chaque point, puisque je connais la caméra, je n'ai plus qu'à utiliser les fonctions de projection pour savoir où il se projette dans l'image. Donc ça, un triangle donné, une image donnée, je sais le texturer. Maintenant, il faut choisir, puisque pour un triangle, quelle va être la meilleure image pour le texturer. Donc là, ça reste aussi des procédures relativement classiques. Donc dans un premier temps, je vais faire, donc là, j'ai calculé j'ai calculé en utilisant des algorithmes de type Z-buffer les triangles qui sont visibles ou invisibles. Donc les rouges et les verts sont invisibles. Et ceux qui sont visibles, ensuite, je vais calculer un indice de résolution. C'est-à-dire, plus c'est clair, mieux c'est résolu. Voilà. Donc ça, bon, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'en fait, ça, c'est vu dans la géométrie 2D. Donc les déformations sont un peu l'inverse de cette déformation image. De cette image, bon, peu importe. Ensuite, c'est simple, pour chaque triangle 2D, je vais choisir l'image qui le voit avec la meilleure résolution. Et on obtient donc cette espèce de patchwork, là ça ressemble un peu au t-shirt de mes enfants il y a 10 ou 15 ans, du désigual. Donc pour chaque triangle, j'ai un indice un peu aléatoire qui indique l'image dans laquelle je vais piquer la texture. Voilà, donc dernière partie technique. Ensuite, l'égalisation radiométrique. Donc les images, alors c'est peut-être, oui, si on le devine quand même à l'écran, même s'il y a toujours un petit peu une perte de contraste. Les images ont beau avoir été acquises dans de très bonnes conditions, il reste quand même des petites différences d'inhomogénéité de radiométrie qui choquent l'œil, surtout sur les parties homogènes. Donc là, on va faire aussi un processus relativement classique d'égalisation radiométrique, c'est-à-dire qu'on a des points qui sont vus dans beaucoup d'images et on va ajuster un modèle de déformation radiométrique, entre guillemets, pour que, une fois corrigé ces modèles, on retrouve les mêmes radiométries partout. Donc ça a été l'occasion de rajouter dans Micmac un modèle physique avec très peu de paramètres, voilà, puisque bon, tant que ça marche, moins on a de paramètres, mieux on se porte du point de vue robustesse. Donc là, c'est un modèle où il y a simplement un facteur multiplicatif par image et un vignettage radial global. Les résultats, donc on voit donc ça a été donc on a simplement testé sur trois plans baguettes existants. Bon, pour l'instant, les résultats sont à peu près semblent qualitativement bons. Là, les perspectives, donc ça va donc se prolonger avec le stage d'Alexandre Nien aux Archives nationales, avec deux objectifs principaux. L'un qui est de numériser le corpus existant, et l'autre c'est de faire un transfert du logiciel auprès des archives pour qu'il soit utilisable dans une interface. Voilà. Et les perspectives, donc il y a différentes perspectives, au-delà des cartes anciennes, éventuellement la numérisation d'ouvrages, des applications potentielles en architecture, et ça peut être aussi un intermédiaire pour certains problèmes de mise en correspondance. Et j'ai terminé.
beaucoup. Oui. Oui, le plan, j'imagine qu'il est en un grand nombre de points en contact avec le support quand tu le photographies. Est-ce que tu es capable de détecter ces points de contact et les bloquer dans ton algo? Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu laisses tout libre? Tu laisses tout libre, d'accord. J'ai une question, sinon. Tu parlais d'applications en architecture. Tu t'envisagerais ça sur quel type de... Oui, alors c'est le... Donc, ça reste tout à fait, je dirais, prospectif pour l'instant, mais donc il y a, en architecture, il y a un certain nombre de surfaces développables, ça existe, mais c'est assez rare, réglées, typiquement, bon, je pense, typiquement dans les centrales nucléaires, dans les barrages, de surfaces qui sont relativement lisses, et ça peut être intéressant d'avoir une vue d'ensemble plus homogène qu'une orthophoto qui détendrait les images et qui permettrait de faire de l'inspection par exemple ou ce type d'application. Juste pour l'anecdote, j'ai montré donc une image du vélodrome national à Saint-Quentin en Yvelines, puisque le hasard fait qu'on a été contacté avec le service de géographie, de géologie, de métrologie, SGM, pour faire un modèle 3D de cette piste, et que voilà, il se trouve que c'est une surface réglée, et que c'est peut-être intéressant de la développer. Voilà. Moi j'avais juste une petite question, vous nous présentez un plan cadastral, j'ai l'impression, au niveau de l'affichage. Est-ce que vous avez du coup des cas d'usage avec le service des impôts qui seraient liés à une reconstruction au fur et à mesure de l'évolution du parcellaire? Alors moi, à ma connaissance, pour ce qui est pour ce qui est des plans cadastraux, même il y a une centaine d'années, je pense qu'ils n'auront pas ce problème de développement. Ensuite, après, je pense que c'est plus pour l'aspect reconstruction, là, ça sera peut-être plutôt les présentations suivantes qui vont aborder cet aspect continuité historique du cadastre. Qu'est-ce que tu fais quand il y a des déchirures? Parce que du coup, on a des pertes de connexion. Peut-être pas eu de plan déchiré, moi. Alors, si j'ai des déchirures, de toute façon, il y a une je vais... alors, tout dépend après l'impact que ça pourra avoir, mais peut-être qu'il va falloir que à la main, je fasse un masque sur le mesh pour éviter que, en soi-même, elle n'aurait pas beaucoup d'impact, mais comme c'est un algorithme, c'est bête, il risque de propager les défauts partout. Et de toute façon, on est... par ailleurs, on est quand même amené, donc comme tout bon processus automatique, il y a une partie manuelle, on est quand même amené à découper la partie du masque qui nous intéresse. Bon, mais là, c'est plutôt un artefact des algorithmes de mesh qui, en plus de la vraie surface, crée une espèce de nappe qui s'étend et dont on ne veut pas du tout qu'elle contraigne le développement.